Bonsoir à tous, de la lumière pour Cinémaniacs en direct, édition du 13 octobre 2024, là où est-ce que ça shake, le temple du cinéma est en train de shaker avec terrifaction, ou Terrifier, disons ça. J'ai avec moi Destu, dans son club DJ Dance Hip Hop New Wave. Ça va, Destu? Oui, ça va toi, Denis? Ça va super bien. Ouais. Et Marie, qui est la voix qui porte pour tout ce qui est critique de cinéma de ces temps-ci avec Cinémaniacs. Ça va, Marie? Ça va bien, merci. Toi, Denis? Ça va bien. Et moi aussi, ça va bien. Écoute, Marie, on va commencer avec Destu, puisque lui, il attend son souper. Hein? Destu qui a eu la chance on est tous sur un timeline, je le sais. J'arrive de Québec. On vient d'arriver sur la rive sud de Montréal et puis je suis avec des amis. Puis j'ai dit, OK, j'ai besoin d'un espace pour mon enregistrement. J'ai une amie qui est DJ qui organise des soirées musicales. Puis ça. Puis là, elle vient modifier l'éclairage. Ah, elle va être plus beau. Ben oui, c'est sûr. C'est ça, oui. Tu me vois-tu en haut? Oh. Ah, excellent. Puis je suis passé pour l'aider parce qu'elle avait beaucoup de lumière d'éclairage. Puis là, on était là. Ah, qu'est-ce qui serait mieux? Puis là, on a des suggestions, peut-être des strips de LED, des choses comme ça. Là. Mais ouais, c'est beaucoup d'organisation. Donc, j'arrive de Québec City. Oui. Premier événement que je suis allé, c'est la première fois que je vois cet événement-là. Ça s'appelle Hackfest. C'est une convention, festival. Il y a des formations. En gros, là, il y a 3 ou 4 volets. Il y a des journées de formation, des conférences et un événement principal qui est un Capture the Flag. Est-ce que je t'en ai déjà parlé? C'est quoi un Capture the Flag? Je connais ça dans le côté gaming, Capture the Flag. Tu te ramènes chez vous avant d'être mort. Tu as 2 équipes, puis ils essaient de capturer le drapeau de l'autre. Ici, le contexte, un flag, c'est une chaîne de caractères qui est cachée quelque part, qu'il faut aller chercher. Puis quand on va la chercher, on la met dans une application, ça donne des points à l'équipe. Équipe de 6, ça peut être 50, 60 équipes qui ont accès à Internet, à toutes leurs ressources, à leur ordinateur. Puis c'est des challenges informatiques, des challenges physiques, des challenges de base de données ou de social hacking. Cette année, il y avait un téléphone, une cabine téléphonique où tu entres, tu décroches le téléphone, tu es en train de parler à quelqu'un, puis tu essaies d'y soutirer ces informations. OK, dans le genre, souffle dans le téléphone, puis quand il souffle, tu dis « Mes cheveux sont sèches, merci. » Exemple, tu te fais passer pour un employé Future Shop qui fait un suivi sur une garantie. Tu te fais passer pour quelqu'un de belle, puis tu essaies de lui soutirer le plus d'informations possible. OK. Puis c'est un environnement fermé. Tu sais, c'est pas des attaques cybernétiques à l'externe. Ils vont pas, par exemple, faire tomber le site de l'Auto-Québec. Ils vont aller sur des environnements contrôlés. Un autre exemple d'un challenge, premier challenge de la série web. Allez sur le site 1234abcd.com. Tu ouvres le site 1234, c'est marqué username, password. Ouais. OK? L'indice, parfois, il faut revenir à nos sources. OK, on regarde le site web, il n'y a rien, il n'y a pas de message caché. Ah, les sources. On va aller voir la source de la page. Là, ça dit le code pour le username, password en bas, des commentaires, des lignes de commentaires. Il va falloir se rappeler de changer le code d'usager admin et le mot de passe 1234 à quelque chose d'autre. Ah, j'ai le code d'usager, j'ai le mot de passe. Je reviens à sa page. J'ai écrit le username admin 1234, enter, puis il me donne une chaîne de caractères. Je mets la chaîne de caractères dans l'application. Mon équipe vient de gagner 20 points. Puis là, ça bâtit. Puis on parle de 1500 points, là, par exemple, pour la compétition. Puis là-dessus, il y a des équipes. Il y a des équipes de TS, il y a des équipes de l'Auto-Québec, il y a des équipes de Desjardins, il y a des équipes de plein de compagnies. Puis il y a aussi des gens du public qui ont des compétences puis qui vont se former des équipes. Puis faire ça. Grand prix de 5 000 $. Il y a d'autres prix pour hacker certaines machines fournies par des fournisseurs qu'eux, ils disent oh, notre machine est inviolable, on vous donne un bounty de 1000 $. Si quelqu'un réussit à rentrer, ben, il y en a un qui réussit à rentrer, à péter les 2 firewalls puis à se connecter au reste de la machine. Fait que c'est un autre exemple qu'on a d'une épreuve physique qu'on a eue l'année passée à Montréal. C'est une machine distributrice d'eau qui est sur le plancher. Il y en a plusieurs. Puis les lumières clignotent.
ça clignote en code Morse, ça donne une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères-là donne un 30 points à l'équipe sur la track physique. Fait que c'est de l'observation, c'est des chasses au trésor. Il y a un escape room, cette année avec une bombe au milieu, avec un timer. Puis il fallait trouver des indices pour faire désamorcer la bombe. Fait que je te dis, là, c'est l'imagination de ceux qui organisent ça. Elle est incroyable. Qui va là? Les compagnies, parce qu'il y a corporatif puis il y a de particuliers, tu sais. Les compagnies envoient leurs programmeurs puis les personnes qui défendent. Il y a le concept de Red Team, Blue Team. Red Team, c'est la compagnie, c'est tes agents qui vont attaquer. Puis Blue Team, c'est ceux qui vont défendre tes compagnies. Ils envoient leur tech pour parfaire leurs compétences à ces compétitions-là. Fait qu'ils vont payer la formation, ils vont payer pour l'épreuve. Puis pendant cette conférence-là, il y a aussi des talks. Comme par exemple, il y en a un qui a parlé de suivre les pirates sur Telegram pendant les Jeux olympiques. Et les mimes et les choses qui sont faites pendant ces temps-là. Puis, comment ça a influencé les attaques cybernétiques sur l'infrastructure des Jeux olympiques. C'est comme, par exemple, il y a un gars qui a parlé de ça pendant une demi-heure, puis répondu aux questions, puis ouais. C'est du haut niveau, c'est pas pour le public, mais c'est très intéressant à suivre. C'est pas le jeu vidéo gaming, là. C'est pas exactement. Hacking, décoder, des choses comme ça. Là. Oui. Puis rencontrer des sommités, des célébrités internationales dans ce domaine-là. Puis aussi, il y a le volet recrutement, parce qu'il y a des compagnies qui cherchent à attirer des talents, qui vont regarder c'est qui l'équipe qui s'est classée 2e, 3e, 4e. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'ils ont un dossier criminel? Est-ce que, tu sais, c'est des choses comme ça, là. Fait que, ouais, c'est très geek et très pointu comme événement. Puis, non, et à chaque année, là, il y a de plus en plus. Je crois que c'est la première ou deuxième édition depuis la COVID, mais c'est la 16e édition de leur festival à Québec. OK. Puis ça grossit chaque année. Ça me rappelle un peu, je ne sais pas si tu as vu ça, ce film-là, parce que vu qu'on est dans un show qui s'appelle Cinémax en direct, j'essaie de faire un lien. Ouais. As-tu vu le film avec Sidney Poitier, Dan Aykroyd et Robert... c'est quoi, Robert Duvall? Non, pas Robert Duvall, excuse. Non, c'est pas Sneakers, oui. C'est ça, oui. Oui, c'est un peu comme ça, oui. OK. Où est-ce que... Parce que le film, c'est littéralement une équipe qui est mandaté par, mettons, des banques ou des compagnies pour tester le système de sécurité. Fait qu'eux doivent s'infiltrer à travers de ça. Puis quand ils réussissent à passer au travail, c'est comme s'ils diraient à pleine face, garde, et voilà, ton système ne marche pas. OK. Beaucoup de conseils aussi, beaucoup d'indices, beaucoup de manières d'éduquer les usagers de ta compagnie qui n'ont pas les compétences informatiques, qui n'ont pas les compétences. Si quelqu'un te demande de lire un code à voix haute que tu as reçu en courriel, pour confirmer ton compte, c'est certain que cette personne-là essaye de pénétrer dans ton compte à partir d'un autre file. Fait que c'est des choses comme ça. Là. C'est pour le gars en informatique, c'est du common sense, mais il faut qu'il soit conscient que ça peut aider ses usagers au bureau, par exemple. Là, parce que c'est ça le point faible d'une organisation. On a beau mettre plein d'argent sur la sécurité informatique, l'usager est comme la porte d'entrée. Mais il y a pas convaincre quelqu'un, là, ouais. Il n'y a pas une forme de type de personnes qui vont infiltrer ces réseaux-là, dans le genre que, on dit souvent, quand tu as des vols à la maison, 9 fois sur 10, c'est quelqu'un de la famille, souvent. C'est ça, de proche. C'est rarement un étranger qui décide de rentrer chez vous, faire un vol pour voler une télé ou un ordinateur. Là. Un des panneaux que je suis allé voir, je vais donner un exemple, un des panneaux que je suis allé voir, il parle du recrutement de hackers, comment ça fonctionne. Si une agence étrangère essaie de recruter un hacker, normalement, ça va être hostile. Et puis, il y a quatre indicateurs, c'est MICE, donc Money, Interest, compromis, puis Ego. Fait que par un de ces leviers-là va être capable de convaincre quelqu'un de travailler pour une agence externe. Tandis que si c'est un hiring d'une compagnie politique ou internationale là, ou d'un pays qui n'est pas hostile, comme par exemple le Canada, sont très gentils. Ils vont pas te convoquer, ils vont t'inviter à une entrevue dans leur bureau. OK. Fait qu'ils vont dire, viens nous voir, on veut parler avec toi. Tu n'es pas obligé, mais à cause qu'il s'est passé ça, on aimerait ça en discuter.
puis ils veulent te recruter. Enfin, ça, c'est la manière gentille. La manière méchante, on pourra en parler dans un autre topo, là, mais c'est incroyable les techniques utilisées. Puis on a eu un panel là, où la personne qui avait travaillé au service français puis qui est maintenant privé à Montréal, il nous a dévoilé là, un paquet d'indices et de signes pour savoir si on est en train de se faire recruter. Et puis, mais il parle aussi des corporations. Les corporations entre eux autres, les compagnies entre eux autres s'espionnent puis se sabotent. Puis tous les exemples qu'il a donnés étaient vérifiables en ligne. La Cour suprême, il y a eu une bataille entre Air Canada et Air Transat où il y a eu de la corruption, de l'abus des deux côtés. Les deux ont été trouvés coupables par la Cour suprême du Canada. Et puis le jugement est là, puis les détails sont disponibles. Un exemple qu'il a donné de ce trial-là, c'est qu'il y a un employé des bagages qui a été approché pour domper tous les bagages de Air Transat et de Air Qatar. Puis ils ont offert de le payer. Il a dit non. Ils ont dit, je pense que c'était, on a ton historique de recherche de pornographie sur Pornhub. J'ai fait comme, ouf. Puis il a dompé les bagages, c'est sur caméra, c'est prouvé tout. Il a dompé les bagages Air Transat et de les airs, quoi? Qatar. Non, mais tu sais, les perles, puis les envoyer dans une poubelle ou whatever. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Là. Mais oui, il a été corrompu par quelqu'un qui a, par Air Canada, ça a été prouvé, ils ont suivi l'argent, qui a payé une firme, qui a payé cette personne-là. Le fait là-dedans, c'est que ce qui m'intéresserait le plus d'avoir d'informations ou oui-dire, c'est le côté des égos entre les hackers. Parce que c'est souvent ça qu'ils utilisent pour les films. Ils vont jouer avec l'ego entre eux autres. Oui, je te donne celui qui est présenté pour les hackers aux Jeux olympiques. Il a donné à la communauté un outil pour les noms et les logos des groupes de hackers les plus populaires. Je pense qu'il y en a 500-600, puis les liens entre eux. Puis il a donné un exemple, il dit, je clique sur celui-là, je vois qu'il y a un lien avec un autre groupe de hackers, puis que lui a 2 liens avec 2 autres groupes. Si, par exemple, je cherche de l'information sur le premier, je vais contacter 2 plus loin pour avoir de l'information sur lui et sur lui. Fait on a les noms, on a les logos, on a les noms avant, parce que des fois, ils vont changer de nom, puis des choses comme ça. Fait, je te dis, là, j'étais assis à ce panel-là, puis j'ai dit, voyons, non, on est dans... La réalité dépasse la fiction. La réalité, là, elle dépasse la fiction là-dessus, puis qu'il y ait des outils, là, de... Fait que c'est, comme je dis, c'est le top du top. Je crois que c'est la 3e plus grosse convention en Amérique du Nord. 3e ou 4e, peut-être en volume ou en nombre de personnes. Dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là. Non, dans le milieu de hacking. La plus grosse, c'est Vegas. Chez Montréal, il y a Recon, NordSec, Hackfest, puis je pense que c'est DEF CON. DEF CON, qui est la plus connue qui se passe à Vegas annuellement. OK. Ben écoute, ça c'est déjà popé comme premier segment. Merci beaucoup, Lesto. Autre segment, je vais te laisser continuer. Là, tu as eu la chance d'assister au Comic-Con de Québec. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se retrouve là. C'est jamais vraiment un gros Comic-Con, mais tu y étais, peut-être nous en parler. C'est dans le même centre de convention de Québec. Je dirais que l'attrait est vraiment la diversité des événements qui se passent. Un peu comme toutes les autres Comic-Con, on a le plancher avec quelques auteurs de comic book, les artistes, des artistes, des cosplayers. Il y avait les Vikings cette année qui sont toujours drôles. Tu as les Star Wars. Il y a un kiosque au complet pour les Bounty Hunters à la Boba Fett et Mandalorian. Ouais. Tu as un autre qui est plus robot, tous des droïdes de différents épisodes. Et puis, tu as l'autre qui la gang de Ghostbusters. Tous ces groupes-là sont là. Fait que si tu as un costume relié à quelque chose comme ça, puis tu veux les rejoindre, puis prendre des photos, puis être dans l'élément, dans les backgrounds, puis les gens alentours. Le cosplay aussi. Le cosplay est présent là, partout à l'intérieur de la convention. Il y a des horaires de cosplay, un peu comme ils font là, à Ottawa puis dans les autres.
exemple, One Piece, tous les cosplays de One Piece se ramassent samedi à 13h30, puis ils font un photoshoot là. Il y a un photographe professionnel. Je ne sais pas s'il fait partie de Comic-Con ou pas, mais il y a des photographies professionnelles là, qui sont prises, tout ça. Côté invité, beaucoup d'artistes locaux et internationaux. Mais c'est des artisans de bande dessinée, de voice acting et de... ouais, c'est ça, c'est surtout ça. C'est surtout du voice acting dans les jeux vidéo, puis des artisans là, de bande dessinée. Mais comme activité parallèle qui se passe, il y a beaucoup de jeux vidéo. Québec, c'est une grosse ville pour les développeurs de jeux vidéo. Oui, oui. Bethesda, Bethesda est à Montréal, mais Binox, puis... Binox, c'est à Québec. C'est Binox qui est à Québec, là, qui est un gros studio, là, mais il y en a plusieurs beaux et bons studios, puis qui sont proches de leurs fans, qui vont prendre beaucoup de feedback de « on t'arrête d'aller sur ce jeu-là, puis hey, on veut savoir ce que vous voulez. » Oui. Puis c'est ça, c'est les gens là, qui vont... Combien de monde à peu près qui vont là si on compare à Montréal? J'ai pas eu les chiffres, c'est pas fini encore. Ça se passe encore présentement. Peut-être le plancher vient de fermer. Puis normalement, je reçois le courriel avec le nombre de personnes qu'il y a eu là, durant l'événement. Là. Mais c'est gros comme ça. On va aller voir parce que des fois, il affiche directement sur le site web. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'est pas encore fini ou ça vient de finir. Ça vient de finir. Je pense que c'est le 17 ou 18 heures. Là, puis je le vois, je ne vois pas le courriel. Là. Mais non, c'est un gros centre de congrès. Là. Et puis, l'autre affaire que je voulais parler pour ça, il y a encore plein de tatoueurs. Parce que Benoît Vincent s'est fait faire un tatou une année. Là. Ouais. Mais il y a encore plein de tatoueurs, puis ils marchent tout le long de la convention. Là. Ils n'ont pas de break dans leur agenda. Là. Je voulais passer de donner une entrevue à une, puis ça. Là. Pas le temps. Ah non, ils sont... puis, qu'est-ce qui m'a surpris? Il y avait d'autres choses aussi dans l'événement. Beaucoup d'annonces cette année de Nadeshikon qui sont basées, eux autres, à Québec. Comment tu dis ça, excuse-moi? Nadeshikon. C'est la convention annuelle, je crois qu'elle était en pause durant COVID aussi là, pour quelques années. Et puis, eux, ils sont surtout centrés sur l'art japonais, que ce soit des séries animées, des costumes, des technologies. Je suis allé voir un panel sur les... je sais pas si tout le monde connaît pas mal Hatsune Miku. Elle a eu beaucoup de popularité. C'est une voix virtuelle qui est utilisée pour chanter. On met le texte, on place les notes, puis elle va chanter en suivant la partition. Fait que ça permet de remplacer comme un chanteur réel. Ouais. Puis, comme elle est venue à Montréal, Hatsune Miku est venue à Montréal, projection holographique de cette personnage-là. Je pense qu'elle a fait aussi une première de Lady Gaga il y a quelques années. Et puis... ça vend des billets. Ils vont faire de la place. Ah oui. N'importe si c'est un hologramme, non, là. C'est ça. Puis elle a son following, elle a son style, puis tout. Mais là, la présentation d'une qui fait partie du groupe de Nadeshikon, elle présentait d'autres voix qui étaient moins connues, mais quand même tout aussi intéressantes. Hatsune Miku. Comme par exemple, il y a Hatsune Miku, dans certaines versions, elle chante juste japonais. Puis là, elle a présenté d'autres qui chantaient en chinois, en italien, ou tu sais, là, parce que c'est pas la même voix, c'est pas les mêmes. Mais c'est toutes c'est des artistes d'intelligence artificielle ou il y a quelqu'un derrière de ça qui se cache derrière ce personnage-là? Il y a une compagnie qui va développer comme la phonétique. Okay. Il y a souvent un chanteur, ou une chanteur, parce qu'il y a des voix masculines aussi, ou une chanteuse qui va prêter sa voix à certains, mais ça sonne un peu plus robotisé, ça sonne, tu pourras mettre peut-être une vidéo d'Hatsune Miku là, pour donner une idée, c'est quoi le range, puis tout ça. Là. The World is Mine, c'est une de ses meilleures. OK. Ouais. Puis, il n'y a pas un côté un petit peu weird là-dedans de dire tu vas payer un billet pour aller voir un hologramme? Oui. Puis, comme je dis, c'est souvent, elle faisait une première partie, mais le spectacle d'Hatsune Miku était quasiment sold out, là, puis il était annulé à cause du COVID. Moi, j'avais mon billet. J'imagine qu'à quelque part, c'est un peu le même phénomène que le McDonald's. Quand tu vas au McDonald's, tu sais que c'est pas santé, mais quand tu rentres au McDonald's, tu es avec d'autres mondes qui ont fait le même geste que toi. Fait que c'est pas grave. On s'entend-tu que
que le chanteur qui est en avant, là, quand tu es dans les bleachers, dans l'auditorium au Centre Bell ou à Place Bell, là, tu le vois pas vraiment. Tu vois Non, tu l'écran, ne vois pas, on est mais tu sais montré, qu'il y a là. quelqu'un d'organique qui est là. Ouais. Un hologramme, là, tu t'en vas voir un bonhomme. Là. Ouais, ouais. Mais tu t'en vas voir une prestation. Puis ça, c'est vraiment une prestation. Ben, Que c'est ce soit sûr qu'avec digital un ou côté réel, là. hologramme, ils doivent y Oui, aller oui. Oui, puis manga, il peut y avoir des tout ça, là. danseurs, il peut y avoir des shows de lumière, puis de cannes, puis de Fait que autant t'as un que show, t'as un n'importe quel divertissement band. pareil. Oui, là. c'est un show. C'est un show. Ok, C'est vraiment ok, un ok. show. Mais c'est que c'est aussi un outil accessible. Le software pour le faire, version 1, 2, 3, j'ai essayé la version 2, et puis c'est très obscur, c'est très difficile à programmer. Il faut avoir beaucoup de connaissances en un logiciel, par exemple, de synthétisation, puis tout ça. Version 6, c'est beaucoup plus accessible. Tu rentres une phrase, tu peux même la lire toi-même, puis avec un clic qui va avec le AI faire le match. Puis Ok, c'est comme ils sont rendus au WordPress, eux oui. autres. Là. Oh, ils sont rendus là, assez avancés. Ouais. Il est plus user-friendly. Tu parlais de ça en passant, je ne sais pas si tu étais au courant, mais il y a cette semaine, ce week-end, là, en 8e position au box-office, il y a eu le nouveau film de My Hero Academia qui est sorti, là, Your Okay. Next. Ça a quand même réussi à ramasser 3 millions de dollars en. Je suis allé voir Dragon Slayer. Non, Demon Hunter. Demon Slayer. Demon Hunter. Ouais, ça fait un Demon Slayer. Je suis allé le voir il y a un an, puis d'écouter 3 épisodes d'une série animée. Même si tu ne la connais pas beaucoup au cinéma, avec des fans, c'est différent. C'est vraiment, là, l'ambiance est là, puis tout. Fait que j'imagine que ça a dû être le même phénomène, là, avec... le seul problème que je vois, c'est encore une fois, les produits dérivés, on les a à Ottawa, on les a aux États-Unis, on les a pas au Québec. Ouais, c'est le seul bug que j'ai, la chose que j'ai à reprocher là, à toute la distribution. Là, ce serait le fun de pouvoir, comme par exemple Taylor Swift, d'avoir pu acheter des t-shirts. Là. Il y a plein de fans qui n'ont pas pu rien acheter au Québec parce que les distributions n'étaient pas bilingues. Je sais pas quoi. On est là, on a un gouvernement qui nous protège. Que videz-vous? OK. Fait que le Comic-Con de Québec, un événement que tu apprécies pareil? Ou... Oui. C'est différent. Puis c'est sur 2 jours. Fait que ça donne un peu moins de range. OK. Mais il n'y a pas de vendredi les autres, hein? C'est samedi dimanche. Non, c'est ça. C'était samedi dimanche. Et puis j'ai pas assisté à un panel avec une célébrité non plus. Là. Le timing n'était pas bon. Là. OK. Mais je sais là, que les gens faisaient la file là, pour tout le contenu. Là. C'était. Good. Écoute, c'est tant mieux. C'est avant le temps des fêtes qui s'en vient aussi. Puis je pense qu'il va y avoir aussi à Montréal, il va y avoir aussi un mini Comic-Con du temps des fêtes qui font à chaque année. Oui, qui s'en vient au mois de décembre. Ouais. Une belle occasion de faire les achats de Noël dans un endroit précis. Si vous avez des amis geeks de la famille là, qui trippent ces affaires comme ça, ça devient des affaires accessibles au bout des doigts. Puis une façon facile de loader une carte de crédit. Ça va vite en plus. Tu sais, comme je veux encourager les artistes ceux qui je trippe. Là, puis, c'est le fun de parler, puis de comprendre qu'est-ce qu'ils ont créé, puis comment ils l'ont créé, puis qui signe ça. Puis, c'est ça, il n'y a rien de mieux que le face-à-face. Quand il y a eu la pandémie, ils ont essayé le San Diego Comic-Con de façon virtuelle, ça n'a pas levé pantoute, parce que c'est le happening en personne qui est différent. Ça, c'est une autre chose. Écoute, merci beaucoup, Destou. Je ne sais pas si tu restes avec nous ou si tu nous quittes pour aller bouffer. Je vais rester dans le coin un peu. Là. Tu restes dans le coin un peu? Bon, on va faire place à Marie. Marie, tiens, je te mets en haut ici, là, comme ça. Est-ce que tu as réussi à comprendre tout ce que le jargon techno d'Estou, hein? Non. Non, hein? Non. OK. Marie, je réponds. Hein. Tu nous parles de quoi? Je sais que tu me l'as envoyé, mais comme je disais à Destou, avant de commencer l'enregistrement, j'ai fait un dodo par accident juste avant. Fait que je me suis réveillé comme en situation de panique pour partir le show. Puisque ce matin, j'ai été avec mon genre, on a été voir toute la famille, ils s'en laissent sauter en parachute, le fou. J'ai fait ça il y a une dizaine d'années de ça. Fait que j'ai vécu un peu de nostalgie au travers de son activité à lui. Quand on est revenu à la maison, j'ai pogné comme un down. Je me suis mis dans mon lit pour écouter la télévision tranquille. Puis c'était comme une guimauve toute chaude. Puis je suis parti à dormir. Pouf! Puis là, je me suis réveillé. Fait que j'ai manqué un peu ton message. C'est une longue histoire pour expliquer que j'ai oublié. Je sais que tu m'as envoyé un message. Je ne sais pas de quoi tu vas nous parler. Alors, je te laisse la parole. De quoi tu me parles. Ça va être une surprise alors. Donc, écoute, je commençais par le film The Apprentice.
OK. Donc j'ai vu, hier avec ma mère. Écoute, c'est le film justement avec, Sebastian Stan et Jeremy Strong sur, la vie, enfin un morceau, enfin on va dire une décennie de la vie de Donald Trump. Ouais. Mais on va dire la décennie, déterminante qui a fait de lui, pas mal ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, Donc c'est on plus les années est, 70-80, ça me semble, ce film-là, là. bah, on est 80-90, ouais, OK, à peu OK. près. Donc voilà, c'est ça. Bah, effectivement, ça couvre fin 70 jusqu'à début 90. D'accord. On est, donc avec un incroyable, Sebastian Stan qui, on peut le connaître sous le nom, très populaire de Winter Soldier, OK, oui, oui, oui. de Captain America dans, les Disney Marvel, qui s'est mais complètement enfin vraiment, moi je suis sortie de là et j'ai dit: «C'est la métamorphose de Kafka», tout simplement. Le gars s'est transformé sous nos yeux, parce que bon, il est déjà bien affublé, de quelques prothèses et cetera. On l'a pas vu aussi interpréter Tommy Lee dans avec, l'histoire de Pamela Anderson et Tommy Lee Jones, de quoi de même? Oui, Pas Tommy aussi, Lee Jones, mais mais Tommy Lee. voilà, je l'ai pas cité parce que c'est pas si populaire que ça, c'est pas si grand que D'accord. ça, Ben, hein. c'est non, mais c'est juste qu'il semble être, Il avoir est cette capable de abilité-là. faire de faire C'est des ça. biopics, de faire des puis justement celui-là, c'est quand même un très gros, rôle qu'il a réussi à faire, parce qu'effectivement, on voit là, justement les jeunes années, de Trump quand, il n'avait pas les rênes de son entreprise, qu'il avait, enfin voilà, que c'était le vice parce que son père c'était le président, tout ça, et puis justement, bon, bah, il fait la rencontre de Roy Cohn qui, est un avocat qui est un avocat véreux, de New York qui est, devenu, si tu veux, son mentor, un peu, une sorte de father figure. Puis cette personne-là n'avait absolument aucun scrupule et Trump s'est comme imprégné de ça. Puis s'est fait entraîner aussi beaucoup par lui. Donc, on est sur voilà, un Sébastien Stan qui se métamorphose sous nos yeux parce qu'au début, on voit, c'est Trump, mais c'est Trump jeune. Il n'a pas encore les mimiques qu'il a aujourd'hui. Puis plus ça avance, plus on reconnaît, mais de façon flagrante, euh, ce personnage qui a cette façon de parler en bougeant les mains, en faisant un petit bec de canard Oui, comme ça. oui, oui. Non, non, ouais. Voilà, c'est ça, puis c'est tellement troublant parce que oui, bien évidemment, le les prothésistes extraordinaires, puisqu'on ne voit que du feu. Donc vraiment, c'est la ressemblance est vraiment frappante, mais également, bon, bah, tout le jeu, l'attitude, qu'il a, et puis bon, ben, je peux pas non plus ne pas parler de l'incroyable performance, qu'a donné Jeremy Strong dans le rôle de justement Roy Cohn, dans ce film qui, lui, encore une fois, c'est un peu, on se retrouve un petit peu comme avec, le dilemme de Furiosa, c'est-à-dire que tu castes quelqu'un qui est à l'affiche, mais c'est son personnage secondaire qui va prendre toute la place parce que cette personne-là est tellement pleine de talent, mais en fait, il faut lui donner un film où il est personnage principal, point. Il faut lui OK. donner plus de rôle, il faut lui donner parce que vraiment, voilà, Jeremy Strong qu'on connaît tous sous le nom de Kendall Roy dans la série Succession, qui est très fort aussi. Si vous n'avez pas encore vu Succession, c'est vraiment, il faut absolument le regarder. Isabelle est en train de regarder ça, elle a commencé ça justement, là. Ben, c'est vraiment super et puis c'est vraiment drôle parce que c'est un personnage qui clash complètement, justement, qui le sort de son rôle de Kendall Royal, puis qui le met justement sur la map avec le caractère de Roy Khan, qui est complètement, c'est une personne complètement affable, complètement véreuse, vicieuse, voilà, et on est sur justement un avocat qui a des pratiques, mais totalement, on va dire, qui frôle même, pas qui frôle, hein, qui plonge tête baissée dans l'illégalité. Euh, donc on a du blackmail, on a plein de choses. Puis voilà, si tu veux, le personnage de Roy Cohn, c'est un personnage qui va par exemple organiser des parties. Il invite tout le gratin de New York, les politiques, les stars, tout ça. Puis il va prendre des photos,
pendant sa fête, il y a quelqu'un qui prend des photos, etc. Et s'il veut qu'il y ait une loi ou un texte passe en sa faveur ou quelque chose comme ça, bah, il a qu'à dire « Ah, bah, tu te souviens? Moi, je me souviens parce que j'ai les photos. Donc, si tu veux pas que ça se sache, c'est mieux d'aller dans mon sens », des trucs comme ça. Ouais, Donc, ouais, ouais, de la manipulation. Ouais, ouais. ben, c'est du blackmail pur et simple. C'est ce que je pense qui se passe ici à Montréal avec la mairie présentement. Je pense qu'elle a des photos contre tout le monde autre. C'est pour ça que personne ne se présente contre elle. Mais non, c'est correct. Non, je suis sûre. On va pas aller jusque-là. En tout cas, pas ici. Mais enfin, tout ça pour dire que c'est vraiment un personnage qui est surprenant parce que je pense qu'effectivement, c'est pour ça qu'il a vraiment crevé l'écran par rapport à Sebastian Stan qui a quand même donné une excellente performance. C'est parce que justement le personnage de Roy Khan, personne ne le connaît, alors que Trump, tout le monde le connaît. Donc, on s'était écrit quoi. Moi, c'est sûr que j'y allais en mode naïvement. Bon, c'est vrai que Sebastian Stan, il a signé quand même avec Disney pour je sais pas combien d'années. Et c'est sûr qu'il va être capable de... C'est sûr qu'il est... qui peut pas faire certaines choses. Bah, ouais, allez, à la poubelle. Mais, souvent, aussi, les acteurs, qui avait compté ça à un moment donné, c'était... là, j'ai un blanc de mémoire, le nom, j'ai le visage, là... Anyway. Les acteurs, souvent, là, qui sont capables de jouer dans des films commerciaux à la Disney, mettons, et de faire des gros cachets côté salaire, vont souvent intelligemment se servir de ça pour pouvoir, après ça, aller dans des films comme ça, là. Ils savent que ces films-là ne vont pas nécessairement générer beaucoup d'intérêt au box-office, mais ça leur permet de changer leur... oui, de diversifier leur palette. C'est ça. Parce que The Apprentice, je regarde, ça n'a pas généré grand-chose au box-office. Ça a généré 1,6 C'est un film qui est extrêmement controversé parce que personne ne voulait qu'il sorte. C'est drôle, hein? Parce que là, dans la saison politique qui commence, là. Ben, c'est pas la saison politique qui commence. On est à même... On est à l'élection américaines, Denis. Comment tu dis ça, Marie? Excuse. On est à moins d'un mois des élections américaines, là. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que ça commence à chauffer, mais on est vraiment au début. J'aurais pensé que ça aurait eu plus d'intérêt pour le film à cause de ça. Ben, le film est sorti à Cannes. C'est un film qui n'a pas eu beaucoup... qui n'a pas pu bénéficier d'énormément de publicité, justement parce que d'un côté, on a les républicains qui s'opposaient complètement à la sortie de ce film. Ouais. On a les avocats de la famille Trump qui leur respirent dans la nuque parce qu'effectivement, il y a beaucoup de trucs qui sont dites, qui sont, effectivement, pas très bonnes à savoir sur eux. Et de l'autre côté, on a les démocrates qui disent oui, on veut pas quand même avoir un film qui sort sur ce type, qui pourrait attirer justement de la sympathie, parce qu'effectivement, on va le montrer sous plusieurs angles. Il a un angle où il est justement très pathétique. Bon, c'est ça, il est pathétique, il reste toute sa vie, mais il a un angle pathétique loser. En mode loser, il n'y a personne qui veut l'écouter. À un moment donné, c'est ça, il arrive à un intercom et il fait c'est pour voir nanana, it's Donald Trump, puis là quelqu'un il dit Donald who? Je veux dire, les gens ils ne savaient pas qui il était et puis il n'y avait personne pour l'écouter et personne pour le prendre au sérieux, même son propre père ne l'a pas aimé d'une très bonne façon, et puis plutôt abusif émotionnellement, etc. On a eu quand même donc on a beaucoup de choses qui viennent rendre ce personnage beaucoup plus sympathique ou humain à certains moments donnés. Après, il y a beaucoup de scènes où tu te dis et j'espère que c'est probablement vrai quand tu vois le type, qu'est-ce qu'il dit des femmes, qu'est-ce qu'il fait des trucs, mais c'est quand même assez particulier, voilà, c'est quand même assez particulier par rapport à ça parce qu'il n'est pas, comment dire, on sait ce qu'il devient, mais on voit comment il en est venu à ça, et ça c'est vraiment quelque chose de quand même assez extraordinaire, de au moins peut-être pas comprendre mais expliquer certaines choses. Donc on est justement au moment où il venait de finir le projet Commodore et la Trump Tower, puis qui se lançait justement, qui souhaitait se lancer en immobilier
dans le casino à Atlantic City, là, puis que ça commençait à partir en cacahuète. Donc, vraiment, non, non, on est sur un justement, un contre-pied qui est personnel et business. Donc, on voit qu'il n'est pas du tout bien, qu'il est très... il ment beaucoup, voilà. Puis surtout, il y a quelque chose dans le film qui est très frappant, c'est que Roy Cohn lui a inculqué 3 règles dans la vie. C'est deny, deny, deny. Voilà. Attack, attack, attack. Et puis, never admit defeat, même si tu as perdu. Donc, tu te dis, ah, c'est très intéressant tout ça. Parce que ça se reflète dans la réalité, oui. Oui, ben voilà, je dis, c'est très kafkaïen comme histoire. J'ai vu le monologue de Dave Chappelle. Tu sais de qui je parle, Dave Chappelle, Marie? Je connais Dave Chappelle, mais je n'ai probablement pas vu ce monologue. Il y a un monologue qui parle il comprend comment cet homme-là est devenu président. Et je t'invite à aller voir ça sur YouTube. Tu vas le trouver facilement sur les réseaux des internets. Là. Mais en gros, ce qu'il mentionne, c'est qu'il dit on peut se demander tout comment il a réussi à devenir président, mais il dit quand que lui-même te dit en pleine face, lorsqu'il y avait des combats des chefs avec Hillary Clinton, puis qu'Hillary Clinton disait c'est un fraudeur, c'est un ci, c'est un ça, puis il disait oui, c'est vrai, mais la raison que je le fais, c'est que vous me permettez de le faire. La différence entre moi et vous, c'est que vous le faites, mais vous le dites pas. Puis Dave Chappelle, lui-même, il dit je suis pas en faveur d'un Trump, mais il faut lui donner le fait que de temps en temps, il sort des choses que les autres ne veulent pas sortir. C'est ça l'affaire. Je pense que c'est ça qui a réussi à le mettre en position de président. Don't blame the player, blame the game. C'est ça, exactement, Desto. Oui, ben c'est ça. Il y a beaucoup de spéculations qui sont faites là-dessus par rapport au fait que, voilà, mais je veux dire, le truc, c'est que c'est blame the game, mais pas vraiment, parce que le game, il triche, quoi. Donc, la game, faut t'écouter House of Cards pour ça. Ouais, c'est ça. House of Cards, je l'ai regardé. J'ai regardé. T'as pas vu House of Cards? Je t'invite à écouter. Ouais. Oui, ouais. Ah, tu as regardé? Ben oui, j'ai regardé House of Cards. Ok, excuse-moi, je pense que j'ai compris que tu n'as pas regardé. Robin Wright, bien évidemment que j'ai regardé House of Cards, mais on n'est pas du tout sur le même registre, là. Non. On est là, tu montres un peu les couteaux dans le dos, tu sais. Juste une chose à ajouter en arrière du rideau. La personne principale qui a financé le film, c'est Dan Snyder. C'est un milliardaire qui avait les Washington Commanders. C'est l'investisseur principal dans The Apprentice. Et il a lu probablement premiers 2, 3, 4 paragraphes avant de donner son approbation. Et il était furieux quand il a vu le film pour la première fois. C'est un supporter de Trump, mais il a visiblement pas lu le scénario complet. Parce qu'au début, Trump, il présente l'historique, puis c'est pas, tu sais, là, il n'y a rien là, contre cet homme-là dans les premiers moments de sa vie. Puis lui, il s'est arrêté là. Puis il a dit, oh oui, là, check. Mais quand le film est sorti à Cannes, c'est une des personnes qui l'a vu puis il a fait comme. Mais c'est pas un film qui a dû coûter cher anyway, là. J'ai pas le budget du film, mais ça doit pas être un film qui coûte cher. Tout coûte cher, Denis. Tout. Non, Terrifier n'a pas coûté cher, mais dire. Tu vas chercher des bavard, ça coûte cher. Hey, sur ça, je vous laisse. C'est beau, Desto. Merci beaucoup, Marie, d'avoir fait la review de Apprentice. Très apprécié. Bonne soirée. Yeah. Bye, Desto. J'avais pas fini en plus, donc. Non, je te laisse continuer, là. Oui, on continue. Donc, voilà. Alors, bon, tout ça pour dire qu'on est sur quand même un très bon casting. Encore une fois, Sebastian Stan, Jeremy Strong. On a, alors le nom d'actrice, c'est Maria Bakalova qui joue Ivana Trump. OK. Puis elle nous joue une personne très, très, très crédible dans le rôle de ce mec, effectivement, dans le rôle de sa femme, quoi. Je donnerais quand même un petit trigger warning. Voilà, il y a des scènes d'abus physiques et sexuels dans le film. Donc, voilà, c'est pas agréable à regarder, quoi. Donc, c'est sûr qu'on est sur on est sur un film qui n'est vraiment, mais vraiment pas fait pour les enfants ou les adolescents, même si
voilà, le sujet est quand même intéressant, etc. C'est très mature comme film aussi. Alors, voilà, ça c'était pour The Apprentice. Parfait. Autre Puis, sujet? l'autre sujet, c'est la série From. Donc, From. j'ai regardé la série From. OK. Je pense que c'est Provenance en français. Je sais pas. J'écoute pas rarement en français. From, Moi c'est aussi, sur non, non, moi non plus, Netflix? j'écoute pas en français, c'est juste que c'est Provenance, voilà, le titre apparemment. Parce que c'est From comme Ils sont From the où ça? bottom of my heart, hein. Ça c'est C'est Netflix, Amazon? donc c'est Paramount Plus. Oh! C'est Paramount Plus que j'aime appeler affectueusement la plateforme, streaming de trop. Voilà. La plateforme streaming de trop parce que tout ce que tu veux regarder, en général, pas que ça se trouve là-dessus, mais c'est comme il y a toujours un tiers de ce que tu veux voir qui est un peu dessus et tu peux pas en prendre plus, quoi. Sinon, tu peux faire ton one week trial avec Amazon. Mais bref, ça se trouve sur les plateformes Paramount Plus. Mais si tu veux voir en français, ça se trouve sur Club Illico. Ah! Donc ça, c'est un peu Donc, bizarre c'est comme, comme ça que j'ai ah ouais? regardé parce que je regarde, encore une fois, je regarde moi aussi rarement en doublé. Mais je me suis tapé les 2 saisons sur Club Illico, car tout est disponible sur Club Illico pour ceux qui sont abonnés Vidéotron. Ah! Oui. Et qu'est-ce que Donc, c'est From? Il y a alors 3 From, saisons, là. on est sur un super, une super histoire. Donc le réalisateur, le nom va rien vous dire, Jack Bender, hein, mais c'est celui qui a fait Lost, la série Lost. OK, OK. Donc, on est un peu dans le même truc mystérieux. Donc, c'est l'histoire, on va suivre les protagonistes, on va dire, c'est une famille, voilà. Une famille qui arrive dans une ville, qui fait un road trip. Là, ils font juste un petit road trip. Ils cherchent à tanker, mettre de l'essence dans leur voiture, et ils tombent sur cette ville-là, puis c'est une ville qui a l'air assez délabrée. Pas délabré, genre ton average délabré Québec, là. Plus délabré que ça. Genre, il y a plus de potholes, toutes les voitures sont arrêtées sur le bas chemin, puis les voitures, ça se voit que ça fait longtemps qu'elles sont là. Il y a pas de landscape ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, les mauvaises herbes poussent un peu n'importe comment, un peu n'importe où. Les bâtiments sont pas bien. Les bâtiments sont pas beaux, enfin, ils sont pas frais, quoi. Il n'y a pas de peinture fraîche, il n'y a pas de Décor trucs. à la Walking Dead un peu, là. Un peu, voilà, il n'y a pas d'entretien, quoi. Donc, ils tombent sur cette ville, puis ils voient des gens qui sont à une funérailles, bon, enfin, qui sont vraiment sur le bord de la route, à côté d'un genre de petit cimetière. Puis là, ils débarquent, puis ils disent: Ah, excusez-nous, on cherche notre chemin, on n'arrive pas trop à se retrouver, etc. Puis en fait, tu as le shérif de la ville. Voilà, qui dit aux gens de partir, puis qu'il allait s'en occuper parce que bon, ben, voilà, on dirait que tout le monde regarde cette personne-là comme étant leur chef, quoi. D'accord. Donc voilà, il dit, moi je vais leur expliquer, puis vous savez très bien comment c'est la première fois qu'on explique. Bon, donc là on comprend qu'il y a un truc qui va pas bien. Et donc il dit, bon ben, vous continuez tout droit, puis voilà. Donc ils continuent tout droit, puis ils reviennent devant le cimetière là où ils ont vu le shérif. OK. Donc J'imagine, là, ils là, sont ce que comme tu me dis, poignés dans un loop. c'est ça, ils sont pas capables de sortir de là. Les gens qui Ils sont sont pas là, c'est les capables gens de qui peuvent plus sortir. sortir. Ah, OK, Voilà, c'est ça. Ils sont pas capables de sortir. Donc là, on leur dit, voilà, malheureusement, vous ne serez pas capable de sortir d'ici. C'est comme ça. On est tous arrivés comme ça ici. On est arrivés puis on n'a pas été capable d'en sortir. Mais par contre, c'est très important que vous nous écoutiez et que vous fassiez pas les malins parce que là, c'est bientôt la tombée de la nuit et si vous rentrez pas à l'intérieur avec nous, vous allez mourir. Bon, donc la famille, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils font? They just bail, right? They bail. Et ils sont rentrés dedans par une autre voiture qui est rentrée dans le loop également. Et ils font des tonneaux, etc. Bref, ça commence de façon hyper angoissante parce qu'ils se disent, mais
pourquoi est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe quand ils sont accidentés, ils arrivent à sortir la fille et la mère, mais ils n'arrivent pas à sortir le fils et le père, qui sont, voilà, ils ont fait quand même des tonneaux, etc. Le fils est blessé, c'est la nuit, ça y est, puis ils voient des gens dehors. Et en fait, ces gens-là, ils sont pas normaux. Ils sont habillés de façon un peu bizarre, tu sais, genre c'est comme tu as un quarterback, tu as un laitier, tu as une mariée, vraiment, c'est un peu comme Dolltown, tu sais, c'est pas du tout. Puis ils se demandent, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces gens-là, vraiment? Et ils leur parlent, ces gens-là, enfin, quand, quand ils leur parlent, ces gens-là, ils leur disent des trucs, mais hyper personnels sur eux, et comme, comment vous savez ça? Comment? Et ça. Et en fait, ils leur expliquent que ces gens-là qui sont dehors, ils sortent c'est comme des monstres, qui sortent à la tombée de la nuit et qui mangent les gens, voilà, qui dévorent les gens vivants. Et la seule chose qui peut les protéger, c'est un talisman en pierre gravé, voilà, et qu'on accroche à côté de la porte. Ça les empêche d'entrer. Et par contre, si on leur ouvre la porte, si on ouvre la fenêtre, etc., qu'on les invite à entrer à l'intérieur, là, ils vont massacrer tout le monde. Et puis voilà. Donc, il faut toujours garder la porte fermée la nuit, toujours garder les fenêtres fermées la nuit. Bien évidemment, bon, bah, on suit la famille qui commence à comprendre un peu les us et coutumes. C'est qui est là depuis plus longtemps, c'est qui est là depuis... Ben, c'est eux les nouveaux arrivants, entre guillemets. La hiérarchie des gens qui sont pris là-dedans. Là. Voilà, exactement. Il y a une hiérarchie qui s'est installée. Voilà, donc le shérif, qui est joué par... J'ai le nom ici de cet acteur fabuleux, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est Arnold Perrineau. D'accord. Donc, qui joue, voilà, on découvre que celui-là, c'est lui qui a découvert les talismans en roche pour protéger les gens, parce qu'avant, il n'y avait pas de protection. Avant, il fallait juste se cacher puis prier le ciel qu'il ne te trouve pas. C'est tout. C'est une partie de cache-cache un peu macabre, quoi. Donc, depuis ce temps-là, c'est lui qui est devenu un peu la voix d'autorité dans le village, etc. Donc, on a plusieurs personnages. Il y a les amoureux. Hein, il était dans Lost, justement, cet acteur-là. Hein? Il était dans Lost, Arnold Perrineau. Oui, aussi, il était dans Lost. C'est un des rares qui avait réussi à se sauver. Je pense que c'était à la fin de la 2e saison. Il avait réussi à sortir de l'île. C'est ça. Spoiler, excusez-moi, ça fait des années. Spoiler, mais en même temps, spoiler, là, ça fait 15 ans, come on. Moi, je pars du principe si c'est sorti depuis plus de 2 ans, là, on peut spoiler à fond, quoi. Donc là, on est quand même sur une très bonne intrigue, très mystérieuse, parce qu'on ne sait pas c'est quoi cet endroit-là. On ne sait pas pourquoi les gens ils sont pris là-bas. On sait juste que ça commence par, et c'est pourquoi la famille s'est tournée de bord pour aller tanker dans cette ville-là. Ça commence par, tu vois un arbre sur la route que tu ne peux pas dégager. Donc, tu rebrousses chemin, puis en rebroussant chemin, tu tombes sur la ville. Puis ça commence toujours comme ça. C'est-à-dire que tu roules, puis là, tout d'un coup, tu tombes sur cet arbre et tu rebrousses chemin. Il y a plein de corbeaux qui arrivent, qui te fixent, et puis après, tu te dis, bah, c'est quoi ce bordel? Parce que c'est un. Et puis après, tu fous le camp de l'autre côté, et puis boum, tu tombes sur la ville. Et peu importe où tu te trouves aussi. Donc, c'est ça qui est très intriguant. Il y en a qui partaient de Boston, il y en a qui partaient de LA, qui faisaient un chemin qui était à 20 minutes de chez eux. Et ils finissent tous dans cette espèce de ville. C'est comme un genre de triangle des Bermudes. Voilà, un genre de triangle des Bermudes qui est omnipotent, qui est là, mais qui n'est pas là. Voilà. Et donc, on ne sait pas pourquoi les gens arrivent. Puis, bien évidemment, on a un prêtre dans la ville. Donc, les gens font beaucoup de... C'est très théologique, d'une certaine façon aussi. Un peu comme, voilà, Lost, c'était d'une certaine façon aussi très théologique. Mais From, c'est très théologique aussi d'une certaine façon parce qu'on a plusieurs symboles théologiques extrêmement forts. Voilà, le malin, tout ça. Et puis, par contre, c'est horreur. Les amis. J'ai dormi les lumières allumées pendant 3 jours. C'est vraiment horrible, mais vraiment horrible. C'est horrible. Enfin, c'est de l'horreur, quoi. C'est ça. Il y a des gens qui meurent, là, dans d'atroces souffrances. Et puis, il y a beaucoup de trucs, mais psychologiques aussi. Parce qu'il y a des règles à suivre dans cette communauté, bien évidemment. Donc, il ne faut pas faire de trucs qui va mettre en danger ta vie et celle des autres.
justement, par exemple, en ouvrant une porte la nuit, tu vois? D'accord, OK. Donc il y a beaucoup de personnages dans cette ville. Il y a beaucoup de chacun a sa petite histoire, chacun a son petit truc et voilà, avec tout ce qui se passe, tout a un sens à un moment donné. J'ai fini la saison 2. Il y a la saison 3 qui est présentement en cours, que j'ai trouvé une façon de On dirait regarder. du, tu sais, quand on adapte les romans de Stephen King, on dirait Oui, c'est un c'est un genre petit peu d'univers ça, là. ouais. J'ai même trouvé d'une certaine façon que ça ressemblait un peu à Myst, tu sais? Oui, ben, c'est ça un peu, oui, c'est vrai. Myst, les gens Parce sont que pognés c'est ensemble, même peuvent s'il y a pas de collaborer. brouillard, mais tu peux pas ou le village de M. Night Shyamalan aussi. Oui, les gens, il y en a un là-dedans qui va paniquer, qui va sauver, il va mettre tout le monde dans la marde, puis Ben, c'est ça, puis c'est sûr que tu peux prendre beaucoup de paris aussi là, parce que ouais. évidemment, il y en a que tu es là genre: «Oh là là, toi avec cette attitude-là, tu vas mourir». Puis il y en a d'autres qui sont là: «Oh là, avec cette attitude-là, oh là là, toi tu vas mourir, puis je vais être contente». Enfin voilà, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se produisent. C'est tous des personnages un peu attachants. En fait, oui, il y a des personnages qui sont très attachants dans cette série-là, puis bien évidemment que il y en a que ça te fait chier, ils meurent. Parce que t'es là genre, that's like, c'est inutile. Mais puis il y en a que t'es là genre, ouais, bah t'es contente qu'ils survivent. Puis justement, évidemment, c'est un peu Game of Thrones là, genre une batch qui meurt, puis Des la batch clans que qui doivent se faire aussi, là, des clans qui, ben, c'est ça, tu as des clans. Donc, tu as le clan c'est le clan qui vit en communauté dans la maison, dans mmh, une maison en haut de la colline, une gigantesque maison en haut de la colline. Puis ça, c'est ceux qui veulent vivre en communauté dans cette maison-là, qui sont, voilà, un peu comme hippies, quoi. Ils sont un peu comme des hippies, donc ils cultivent, ils ont un jardin, nanana. Puis sinon, tu peux décider de vivre dans la ville. Donc, dans la ville, il y a des maisons. Bien évidemment, quand tu prends une maison, c'est parce que c'est la maison que quelqu'un est décédé récemment, a laissé à l'abandon, right? Donc, il n'y a pas beaucoup de maisons. Puis, quand il y a une place qui se libère, c'est parce que bah, voilà, l'ancien locataire est décédé. Donc, c'est vraiment c'est très compliqué à comprendre pour nous, pour les personnages. On voit que bon, mais eux aussi, ils cherchent à comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que c'est que il y a ces bêtises. tu vois, ça revient aussi même, je parlais tantôt un peu d'univers à la Stephen King, mais tu sais, tu parlais tantôt que, Perdu, Lost, il y a Mhm. ce même élément-là, là, où est-ce que c'est des gens qui Oui, se retrouvaient par accident dans un endroit et doivent apprendre à vivre avec un endroit où ils sont pas capables de sortir. C'est très similaire, là, mais sans avoir un environnement c'est pareil, là. c'est ça, un petit peu, voilà, puis à un moment donné, c'est ça, tu te demandes, mais est-ce qu'ils sont tous morts, un peu comme un Lost, parce que tu te demandes s'il est pas en train de nous faire du réchauffé, le gars, mais Ouais, finalement, tu te rends compte que peut-être non, en fait, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se produisent, puis que donc oui, beaucoup de jump scare, beaucoup de jump scare, ouais, OK. une scène d'horreur, justement, C'est aussi, plus horreur, c'est ça, ouais, OK. c'est très horreur, donc je vais dire, ça commence, là je spoil absolument rien parce que tu vas voir, ça commence les 3 premières minutes de la série, t'as une petite fille qui se fait zigouiller avec sa maman. Voilà. Donc puis c'est grave là, c'est vraiment ça. Moi j'ai vu ça, puis j'ai vraiment comme. Bam! Ben non, pas un enfant. Mais c'est ça parce que tu dis, ben non, pas un enfant. Ça arrive comme ça commence comme ça. Ça commence, t'as la petite fille qui est dans sa chambre, et puis tu vois, il y a une vieille madame de l'autre côté qui dit, ah, ma petite fille, nanana, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, nanana. Puis là, elle dit, ah, mais vous ressemblez pas à ma grand-mère. Elle dit, mais oui, c'est moi, etc. Puis là, elle soulève un peu le rideau, puis là, elle voit, c'est une vieille dame qui a l'air C'est toute pas gentille, elle. puis qui lui dit, c'est ça, puis là, sa mère est comme en bas, puis là, elle entend la petite fille qui parle, et dit, ben non, mais ouvrez pas la fenêtre, puis finalement, la petite, elle ouvre la fenêtre, puis dès qu'elle ouvre la fenêtre, t'as cette espèce de changement de visage pour une genre de créature de la nuit, mais ultra effrayante, qui te saute au visage, là, puis bon, ben, tu comprends que c'est comme game over, with no more spare lives. Donc, c'est vraiment, ça commence très fort. Cette série-là, elle commence avec un gros boom, quoi. Je pense que c'est fait exprès pour te déstabiliser. Moi, voilà, mission accomplie. Euh, et puis, ben, écoute, tous les personnages, je trouve qu'ils sont très bien écrits parce qu'il y a une très belle profondeur. Justement, tu as la chef de la maison, tu as le chef bon, ben, de la ville en entier, puis tu as le prêtre, tu as justement la madame, tu as une famille vietnamienne
qui enfin, je pense qu'ils sont vietnamiens, et qui se sont perdus, puis la madame, elle avait un restaurant, puis il y a un diner dans la ville, donc elle gère le restaurant, même si de rien n'était. C'est un diner un peu, c'est l'année 50. Elle gère son restaurant. Il y a beaucoup de questions qu'on pose dans le premier épisode qui sont répondues, donc encore une fois, je ne spoil rien, mais tu sais, quand ils posent des questions, ils disent, ben, enfin, il y a jusqu'à quand vous aurez de la bouffe, tu sais, comment est-ce que vous faites? Ils disent, ben, on a des chèvres, on a des vaches, puis des poules, puis des jours, il y a des poules qui apparaissent. On ne se pose pas de questions, il y a des poules qui arrivent de nulle part, on arrive, et puis boum, il y a une poule de plus, ou boum, il y a une vache de plus, et puis on continue. Ah, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment très mystérieux. Un peu comme si on les avait mis... je te jure, si ça finit en mode c'est les Sims, je pète un câble. Vraiment, c'est que tout d'un coup, boum, s'il y a des vaches qui apparaissent, puis que tu tues des cochons, puis des vaches, puis qu'il y en a toujours qui reviennent, c'est comme c'est un loop, mais un truc qui est très élaboré, là. J'ai Isabelle qui est à côté de moi. Tu peux peut-être essayer de la convaincre qu'il y a de l'horreur. Ça s'appelle From. Ouais, sauf qu'il est sur Paramount. Oui, mais attends. Où est-ce qu'elle peut retrouver ça en français? Elle peut retrouver ça sur Club Illico. Club Illico. Sauf qu'on ne l'a pas, c'est ça. Hein? Ouais, on ne l'a pas. Ouais, bon. Vous êtes si vous êtes abonné à Vidéotron, jamais. Non, on a juste le câble. On n'a pas le câble, on a juste l'Internet. Ouais. À moins qu'il y ait une application Club Illico. Oui, il y a l'application Club Illico Internet. Mais il ne faut pas rentrer ça parce que mes filles vont vouloir écouter leur occupation double là-dessus. Ils l'écoutent déjà. Oh, ben voilà, vous l'avez. C'est sûr que vous l'avez. Alors, franchement, moi, je trouve que c'est une super série. Surtout à regarder en ce moment, c'est la spooky season. Comme je vous dis, j'ai dormi lumière allumée 3 nuits d'affilée, parce que voilà. Elle écoute de quoi, mais ça rappelle de dormir. Ouais, ben, c'est ça le problème, en fait. C'est que tu commences ce truc avant de te coucher, championne. Et du coup, tu as peur de dormir parce que vraiment, c'est des trucs qui viennent, voilà, le rôdeur assoiffé de sang. Et puis en plus, c'est comment dire, les monstres, c'est ça, c'est des êtres humains, ils sont mignons, puis tout ce qu'ils demandent, c'est que tu sortes ou que tu leur ouvres la porte. Tu sais, puis ils te parlent, puis ils essaient de te convaincre, puis puis aussi une particularité de ces monstres-là, c'est qu'ils ne courent jamais. D'accord. Ils ne courent jamais après toi. Donc, si tu vois des gens qui foutent le camp en courant dans la rue la nuit, etc., c'est des êtres humains normaux parce que c'est des prédateurs. En fait, ils disent que c'est comme des prédateurs. Ils ne courent pas parce qu'ils savent qu'ils vont t'avoir. Ils savent qu'ils vont t'avoir, ils savent qu'ils vont finir par te rentrer dans la tête et ils sont pas tuables. Donc, ils ont beau leur tirer dessus, ils ont beau essayer toutes sortes de pièges, de machins. Il n'y a rien qui fait. Ce truc-là, c'est pas tuable, c'est ultra fort. Parle de ça, ça me rappelle un paquet d'affaires. Ça me rappelle la matrice avec les agents qui courent après ceux qui se réveillent dans la matrice. Ça me rappelle aussi Cube avec les gens qui essaient de sortir d'un endroit mais qui ne sont pas capables d'en sortir, puis il y a des pièges de partout. Ça me rappelle la série Dôme aussi. Ouais. La série du Dôme. Et le Dôme, c'est vite devenu trop bizarre à mon goût, là, parce que ça se voit qu'ils savaient plus, ils ont viré le showrunner puis ils savaient plus quoi faire avec ça. Mais là, non. Là, ça trace. 2 saisons, là. Ça trace. La troisième saison, je me suis mise sur le groupe Facebook pour les fans de la série, puis ça a l'air de continuer de bien tracer, parce qu'on a un très bon cliffhanger sur la fin de la deuxième saison. Ça me rend fou. Il y a déjà une troisième saison qui est commencée. Oui. C'est sur Paramount Plus, puis je suis comme non! Donc, peut-être que je vais prendre le free trial, whatever, parce que vraiment, I need closure. I need closure. Là, sur Paramount, tu vas l'avoir en anglais seulement, par exemple. Oui, il va l'avoir seulement en anglais. Enfin, je suppose. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de traduire les 2 autres saisons. Non, ils ne traduisent pas grand-chose sur Paramount. Sur Paramount, ils n'offrent rien. Ce qu'ils font avec... le problème avec Paramount, surtout pour les gens au Québec, c'est que même si un produit est disponible en français, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils licencent les versions françaises, exemple la TVA ou Radio-Canada ou Nouveau, et eux se gardent les versions originales. Fait que tu t'abonnes à Paramount, tu vois les descriptions, tout le texte, c'est écrit en français. Le titre est en français. Là, tu cliques les options audio, tu as anglais, allemand, brésilien, australien, whatever, mais t'as pas français. T'as pas français. T'es comme, voyons, Christy. Ben, le pire là-dedans, c'est qu'il y a c'était hier soir ou avant-hier soir? Hier soir, nous étions samedi soir. Hier soir, je voulais, ça c'est hors sujet, mais hier soir, il y avait on voulait regarder avec mes parents Bullet Train sur Netflix. Puis ça, c'est rare.
Bullet Train sur Netflix n'est pas disponible en français, en version audio. Ah, sur Netflix, habituellement, Netflix offre comme Et c'est ça 25 que j'ai bandes dit, c'est différentes. très surprenant. Ça m'a beaucoup surpris parce que justement, c'est un film qui est quand même sorti il y a 2 ans. Ouais, Puis il existe en français, il est passé partout ici en français, bref. ouais, ouais. Puis moi, mon père, il préfère regarder en version, en version, doublée. Donc là, quand on cherchait, ben, on a dû regarder autre chose. On a regardé autre chose. Qu'est-ce qu'on a regardé? Tu vois, ça m'a pas laissé un grand ah! Si, qu'est-ce qu'on a regardé? Je sais ce qu'on a regardé, je l'ai juste, plus dans la tête, mais, non, 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 On a je eu le l'ai. même problème hier quand on s'est demandé qu'est-ce qu'on a fait avant hier, là. C'est top, ça. Ouais, Ah, ouais, on a ouais. regardé, c'est ça, on a regardé, Don't Look Up. Moi, je l'avais déjà vu, mais mes parents ne l'avaient pas vu. Puis effectivement, ça nous fait penser à tellement de choses qui se passent actuellement que c'est déprimant à mort. Donc, de regarder ça dans ce contexte-là. Moi, Isabelle me demandait de quoi qu'est-ce que tu vas parler à soir? Je dis, ben, j'ai pas vraiment grand-chose parce que je prends beaucoup de mon temps présentement pour regarder Big Bang Theory. Je suis rendu à la saison 7. Et si les gens qui me connaissent savent, j'écoute pas beaucoup de séries télé. Donc, déjà d'être rendu à la saison 7, c'est comme Un exploit. un exploit, oui. Ouais. Puis là, en plus, cette semaine, ils ont annoncé un spin-off. Il y en a déjà un avec Young Sheldon, mais là, il y a un nouveau spin-off qui s'en vient pour 2025-2026 qui va se concentrer sur les gens qui étaient surtout dans l'entourage du magasin de comic books, le Comic Book Store. Fait que là, c'est comme oh yeah, oh yeah! Je sais pas si tu as déjà écouté Big Bang Theory, c'est très geek. Non, C'est c'est pas, enfin, c'est pas pour moi parce que au contraire, mais c'est moins tout ce qui est sitcom, c'est vraiment pas ma tasse de, c'est plus ma tasse Regarde, de thé. j'écoute pas grand-chose en série parce que je ne veux pas m'investir à long terme sur Moi, ce qui me gêne, c'est les rires en canne. Ouais, mais c'est enregistré sur devant public, ça, cette série-là. Je m'en fous. Rire en Mais canne devant le public, ouais, I mais can't. mais I can relate to. Tu sais, comme les personnages vont sortir des choses que je fais comme: «Ah, je connais ça, je connais ça, je connais ça». Tandis que si souvent, je vais parler avec des gens ici à Montréal qui vont parler de télévision locale, puis je connais fuck all. Mais quand j'écoute Big Bang Theory, je suis comme: «OK, I relate to». Je connais vraiment pas mal tout de quoi je parle. Généralisé, on va dire ça comme ça. Ouais, C'est normal. Mais en tout cas, avec, avec From, ouais, vous allez vraiment triper parce que j'ai rarement vu une série, enfin pas rarement, c'est rare, non, qu'est-ce que je dis? Pas que c'est rare parce qu'effectivement, tu as par exemple The Boys qui est capable de se renouveler saison après saison, ouais. mais dans The Boys, on est quand même sur une ligne directrice plus ou moins pareille parce que, bien évidemment, à chaque fin de saison, l'objectif est plus ou moins atteint d'une certaine façon. Bref, donc ça se renouvelle, ça change. Mais là, From, avec 2 saisons, l'objectif est toujours le même, mais ils arrivent à faire quelque chose de vraiment bon avec ça. Ils Oui, font parce une qu'il une pourrait très bonne facilement continuité. se réchauffer parce que là, on veut sortir de un peu comme c'est la vieille histoire de l'île de Gilligan. Mmh. Si, tu les sors de l'île de Gilligan, il y a plus de série et tant et si longtemps que tu les laisses là, ben, comment tu fais pour garder ça frais? C'est difficile. Mmh. Ben, Fait que ils j'imagine que From, arrivent c'est un peu le même problème. très, très bien. Ils ont pas de problème avec ça, justement. C'est OK? tu dis, c'est un huis clos, d'une certaine façon, parce que voilà, tu peux comme tu dis, tu ne sors pas de là. C'est un huis clos et ils se sortent, mais ultra bien. L'histoire, elle est bien fagotée et tout. Même ma pote Caro, que je salue encore, qui je lui faisais des messages vocaux, puis elle entendait les gens comme crier derrière dans l'horreur. Elle fait, elle fait t'as des gens qui crient derrière toi dans tes messages vocaux. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. J'avais pas fait pause, tu vois, mais c'est. Tu sais, elle dit même, même elle, ça l'intrigue. Mais même si je lui ai Ouais. dit, c'est pas pour toi. Vraiment, c'est pas pour elle. Ça, c'est pas. Si ça fait. Si ça m'a fait dormir avec les lumières allumées pendant 3 jours, c'est vraiment, il y a certains seuils là, et il y a des gens qui n'ont pas ce seuil-là. Tu vois, ma mère, étrangement, mais parce qu'elle a vu comme peut-être 2 épisodes avec moi, elle Elle y a fait: arrive. «C'est pas pour moi». Non, mais en fait, ça serait, je catégoriserais ça comme quelque chose qui est pas pour ma mère, mais elle a regardé à un moment, je pense que j'étais déjà rendue à l'épisode 3 ou 4 de la saison 1, donc elle a pas comme le contexte des premiers épisodes, puis elle a comme regardé quand même, sans trop rouspéter. Parce qu'on a regardé comme j'ai voulu regarder le début de Hit, puis ça l'a pas plu du tout, là. Elle arrêtait pas de soupirer: «Ah, quand est-ce qu'on change?» Bref.
Donc, même ma mère ne peut pas chialer contre Mais là, From. tu es abonné à combien de chaînes de streaming? Parce que tu disais que tu écoutes ça sur Illico, tu as du Netflix. Vidéotron, c'est à la maison, donc Ouais. oui. Bon, on va dire, Club Illico, c'est rare que je l'utilise. C'est juste T'as que Netflix également? hein? T'as Netflix? Netflix, Crave. Disney+, Oui, et Crave. Et Crave Prime. également. Et lequel autre, excuse? Prime. Prime, en plus, Amazon Prime, c'est C'est à ça? peu près comme nous autres. Là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis que Paramount, c'est la plateforme de trop, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de nous ponctionner de l'argent juste pour faire ça. Ouais, je voulais commencer Shudder. Shudder, ouais. Isa trip horreur, elle, puis justement, elle va parler de Terrifier 3 dans un instant. Oh. Mais elle trip horreur. Puis là, elle commence à être plus à l'aise avec le côté anglophone parce que Shudder, c'est uniquement en anglais, mais c'est très dans la cour de horreur, gore. Mais en même temps, c'est pas des films à grand déploiement. C'est des petits films, genre, il y a beaucoup de fan-made movies d'horreur, là. Des fois, je lui dis, je lui demande, je dis, mais comment tu vas regarder ça? C'est plate au bout. Ben, je l'ai commencé, fait que je vais le finir. Ouais. OK. Mais des fois, tu trouves des perles là-dedans. Oh? Des fois, tu trouves des perles dans ces petits films-là. Oui, hein. Mais par contre, tu vois, ce qui est assez... ce qui me dérange depuis, je te dirais, quelques séries que je regarde, pas toutes, surtout pas les animés, parce que ça, c'est pas un problème pour les animés, par exemple, mais beaucoup de séries américaines que je regarde en ce moment, qui sont très récentes, malheureusement, les acteurs, quand tu regardes en version originale, n'articulent pas, puis il y a plusieurs fois que je dois stopper, rembobiner, mettre le sous-titre juste pour comprendre qu'est-ce qu'il vient de dire, parce que en plus, ça arrive toujours dans des moments importants où tu dois comprendre une information qui est importante. Puis, ça, c'est quelque chose qui... Enfin, voilà, si Netflix et toutes les autres plateformes, si vous m'écoutez, hein, vraiment, ça, c'est un truc, mais vous dites, ce sont des acteurs, le crayon entre les dents, etc., les exercices, on l'a tous fait, là. Fait l'école de théâtre, on l'a tous fait. Pas possible. Tu ne peux pas faire, je sais pas combien d'années de théâtre, etc., et de pas être capable d'articuler 3 mots, surtout quand c'est important. Et puis les directeurs, vous ne devriez pas accepter ça non plus. OK, peut-être qu'il y a des émotions, mais si on n'entend rien, on n'entend rien. C'est comme ça aussi, même dans la télé locale au Québec, parce qu'il y a Isabelle Maréchal qui en a parlé à Cube Radio, qui en a parlé récemment, elle disait elle-même qu'elle avait de la misère à suivre certains acteurs québécois. Et nouveaux. Oui, elle a dit, il y a une nouvelle génération d'acteurs qui ont une patate chaude dans la bouche quand ils parlent. Elle a dit, c'est incroyable que ça soit pas filtré, que ça soit accepté. Ce ne sont pas des gens qui vont faire du théâtre. Ils sont pas capables. Ça aussi, non, c'est même pas une question de pas faire de théâtre, c'est comme c'est théâtre et acting school. Comme à un certain moment, tu as des cours de diction, peu importe ce que tu fais, c'est pas possible que... Tu vois, Zendaya, on l'a toujours bien compris. Elle, quand elle fait des crises des fausses crises d'overdose dans Euphoria, des trucs comme ça, on arrive à comprendre tout ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce qu'elle est éduquée, en fait. Et c'est quelque chose qui commence à devenir... en tout cas, moi, ça commence à me tanner beaucoup. Et je suis très contente d'avoir pu faire quelque chose, d'avoir pu regarder la série From doublée en français sur Club Illico, parce que c'est ça, c'est une plateforme qui l'offrait gratuitement avec l'abonnement télévisuel que j'ai, mais surtout, ce qui est quand même assez intéressant, c'est je vais voir quand je vais faire le switch. Parce que là, pour l'instant, j'ai jamais regardé un seul épisode de From en anglais. Ça, là, c'est vraiment un hasard. Là, je t'en ai déjà parlé, tu sais ça. J'avais commencé à écouter Lost en français quand ça avait sorti. Ça avait sorti à Radio-Canada, c'est perdu. Okay? Voilà, c'est ça. Et on avait écouté les 2 premières saisons et puis j'avais essayé de regarder ça en anglais après. J'étais tellement habitué aux voix qui avaient été données aux personnages en français que lorsque je suis arrivé en anglais, j'ai fait « Oh my God, ils sonnent tellement mal, le monde! » Je m'étais habitué, je trouvais que les voix étaient meilleures en français que les voix originales des acteurs, ce qui n'est pas normal, c'est juste une question d'habitude. Mais je comprends ce que tu dis. Là, des fois, tu dis, ben, non, s'il y a une patate chaude dans la gueule ou si bien d'écouter en traduction française, je vais mieux comprendre ce qu'il dit. Ben, c'est sûr qu'il y a des... Puis aussi, il y a un lexique qui est complètement différent. Là. Par exemple, je te donne un exemple de Harry Potter qu'on est tombé dessus puisque ça passe à la télé aujourd'hui. Harry Potter en anglais. Moi, j'ai regardé tous les Harry Potter en français jusqu'au 3. Après ça, à partir du 4, je les ai tous regardés en anglais. C'est vrai que c'est différent puisqu'en plus c'est un anglais qui est britannique et des trucs comme ça, mais ils articulent bien les Britanniques. Ah oui, ben oui. Ils parlent pas comme des voilà. Franchement,
ça fait toujours une petite différence, ça fait toujours un peu différent au début, parce qu'il y a le lexique qui est pas pareil non plus, tu sais. Voilà, Hogwarts, Poudlard, Dementors, des trackers, des trucs comme ça. Bon, ben, je suppose que pour From, ça va être pareil, parce qu'il y a des appellations qui sont différentes de ce que je connais. Puis bon, bah, ça va prendre un petit temps d'adaptation de peut-être 1 ou 2 épisodes, mais après, je serai lancée. Pareil pour Game of Thrones, par exemple, j'ai commencé Game of Thrones en français pour le finir en anglais après. Parce qu'après, ben, je voyais qu'en français, ben, ils étaient rendus genre à la saison 2, alors qu'en anglais, ils étaient déjà rendus à la saison genre 4. T'sais. Donc, no-brainer. Tu continues le truc. Parce que malheureusement, ça va pas assez vite non plus, la traduction, je trouve. Ça devrait être quelque chose qui est... C'est comme à une la saison série qui de sort, ça devrait être disponible tout de suite, comme avant, en fait. Enfin, donc, ben, ça, c'était From. Ça, c'était le long segment pour From. Segment que je devrais raccourcir lorsque je mettrai le... Est-ce que tu as autre chose, Marie, ou est-ce que j'embarque sur Terrifier? Parce que là, ça va être dégueulasse. C'est tout. Oui, c'est tout. Est-ce que tu restes avec moi pour pouvoir écouter Isabelle? Ben, écoute, oui, ça m'intéresse. Eh bien, voilà. Isabelle, Oui. on va parler de Terrifier 3 et l'univers de Damien Leone. Ouais, je pensais comme ça quand on dit Damien Leone. Où est-ce que le personnage de Art the Clown s'amuse à faire une boucherie sur grand écran. Puis tu peux peut-être m'expliquer un peu d'où vient ta passion en même temps. Je vais te poser la question pour ça parce que... Pas ma passion pour Heart. Non, pour le gore. le porn gore. Le carrément. porn gore. Non, l'horreur en général. Écoute, je devais avoir quoi, 8 ans, 9 ans? J'aimais ça, je me cachais pour en écouter quand mon grand frère en écoutait dans le sous-sol avec ses amis. Fait que ça vient de loin, puis mes enfants, 2 sur 3 sont comme moi. Oui. Et t'es témoin. Oui. T'es témoin. T'as donné une idée, Marie, ou les gens qui nous regardent, là, elle va regarder un film d'horreur comme ça, puis moi, je vais aller dans le salon, dans la chambre ou dans une autre pièce, puis je vais écouter Transformers en bonhomme. Ou, C'était ça hier soir. C'était ça hier. C'est pas que je suis pas capable de regarder ça, c'est juste que j'ai pas d'intérêt, puis en même temps, je suis un buzz killer. pour toi, c'est pas ton style. Non. Et je le sais. Je trouve ça plate. C'est pas que j'ai peur, c'est que je trouve comme... OK. Mais, coup de chapeau à Damien Leone pour son box-office. Gros succès. Hein, il est pas loin de 20 millions. Oui, 18,3 millions de son premier week-end. Et on n'a pas l'Europe là-dessus. Ça m'intéresse d'entendre justement ce qu'Isabelle a à dire là-dessus, parce que malheureusement, je suis ce qu'on appelle couleurophobe. Donc, j'ai peur des clowns. Et, en plus, et si tu vois ce que je veux dire, It, c'est le seul film avec un clown que j'ai réussi à apprivoiser. Puis en plus, clairement, Terrifier, ça n'est pas pour toi. Voilà. Par exemple, dans American Horror Story, j'ai pas pu regarder la saison de Circus. Ah, c'est une des meilleures. Non, la meilleure, c'est Coven. La meilleure, c'est Coven. Elle, avec le clown, c'est quelque chose. La meilleure, c'est Coven, puis après ça, il y a Hotel, puis après ça, il y a Apocalypse. Okay. Pas faire une affaire. Oui, Marie, en passant, elle t'a invité à faire un show spécial sur American Horror Story et le spin-off mini-série American Horror Stories. D'ailleurs, American Horror Stories qui sort le 15 octobre. Il y a trop de stock. Moi, j'en reste à Big Bang Theory, OK? OK, on vient à Terrifier. Terrifier. Explique-nous qu'est-ce qui se passe avec Terrifier dans le 1 et le 2 avant d'embarquer vraiment dans le 3, s'il te plaît. Précision, j'ai vu le 1. Ouais. J'ai pas vu le 2. Je vais l'écouter cette semaine. Parce que j'ai pas été capable de le pogner à nulle part. Parce que c'est pas un film grand public, donc c'est dur à trouver. C'est parce qu'il n'y a pas une grosse compagnie de distribution. Fait que, non, même le grand public, maintenant, c'est plus facile à trouver. C'est ça qui fait chier avec lui. Tu veux que je te parle du 1? Ben, c'est quoi le personnage de Art the Clown? Art the Clown, c'est un clown. Tu sais pas d'où il vient. Tu sais pas pourquoi il est là. Il ne parle pas. Il faut qu'un bruit. C'est un mime. C'est un mime, oui, c'est ça. C'est un mime. Mais dans le premier, comme c'est un film à petit budget, le premier, je pense, c'est 250 000 le budget du premier. Tourné dans un petit entrepôt. Ce qui fait peur dans ce clown-là, c'est qu'il ne parle pas. Et qui fait des mimiques qui te foutent la chienne. Et moi, dans le premier, il m'a fait peur, le clown. OK. Il n'y a pas parce qu'il est tout le temps en train de faire des jokes en mimant avec son klaxon.
Ah oui, ça fait... Oui, il y a son maudit crise de klaxon. Ah, Et dans le premier, ça commence. C'est quoi? C'est dans un petit snack. Il doit être minuit le soir. Puis il y a 2 filles qui sont assises à une table pour manger, puis ils attendent quelque chose. Puis lui, il débarque avec son sac de poubelle à côté. Puis il se met juste à aller faire des allô. Ça, c'est des filles qui font des trucs dans un basement, ça? C'est ça, juste installer le personnage awkward qui te regarde comme le monsieur louche à minuit le soir, que tu sais pas c'est qui, puis qui te fait des allô. Il a vraiment l'air weird. Puis il se met à les suivre. Et ça se finit dans un entrepôt où il fait un massacre. Mais du massacre avec un budget de 250 000 $. Puis il y va solidement. Tout ce que tu penses dans les films d'horreur qu'ils peuvent faire au cinéma, lui, il va plus loin que ça parce qu'il se permet d'aller plus loin parce qu'il n'est pas restreint par on va dire quoi, un protocole de cinéma ou de film, ou je ne sais pas comment ils vont choisir les films au cinéma. Et c'est là qu'il fait peur. Mais je pense que ce personnage-là apparaît dans 2 films avant, dans Halloween 1 et 2. OK. Et il fait des petites apparitions de 5 minutes, peut-être 10 minutes. Fait que lui, il est un peu comme la nonne. Il a eu sa franchise, mais c'est sa franchise qui est ressortie plus que ce qu'il y avait avant. Oui, c'est ça. Il a commencé à apparaître dans des petits films, puis il a pris toute la place. Mais Terrifier 3, bon. Là, c'est la thématique de Noël. C'est la thématique de Noël. Ça commence sans spoiler rien, ça commence dans une petite famille qui fait dodo pendant Noël et lui, il rentre dans la maison, il prend une hache et il tue tout le monde. Et tu entends tous les bruits, tous les occasions, tu entends tout ce qu'il faut que tu entendes, tu entends tout. Mais il n'y a pas vraiment d'histoire. OK? C'est plus, comment dire, c'est un massacre du début à la fin. Tu ne sais pas pourquoi il est là. Sauf que dans le 3, il poursuit la final girl du premier. Si j'ai bien compris. OK. Qui a survécu au massacre. Dans le 2, je sais pas ce qui se passe dans le 2, pour de vrai, fait que j'en parlerai pas. Mais tu vois pas trop, parce que c'est comme des bouts de scène. C'est la première scène du début, qui après n'est pas reliée à rien. Ensuite, parce que j'ai même ri. Ça, c'est pas drôle, je sais. Mais il y a une fois, j'ai ri parce qu'il se passe une scène dans un centre d'achat avec des enfants. C'est pas drôle du tout. Écoute ça, Marie. Écoute ça. Mais j'ai ri. C'est qu'il donne des cadeaux à des enfants parce qu'il vient tuer le Père Noël puis les lutins en arrière. Ouais, il les a butés, là, ouais. On va passer les détails. Non, les détails, c'est quoi? Je pense qu'il arrache la face au Père Noël. Une image, je crois. Oui. Il freeze parce qu'il teste au début avec des rats pour voir s'il serait capable de... Tu sais, avec pas de la... Quand tu gèles quelqu'un, comme de la glace, là, il teste maintenant avec un rat, puis il va le geler. Après, il casse en morceaux. Il parle jamais, hein? Il parle jamais. Puis après, il est content, il y a des bouts de chair de rat partout, puis il le donne aux autres rats. Fait que là, il se fait une espèce de gun avec ça, puis il s'en va brûler quelqu'un avec ça. Fait qu'il va le figer, il tue le Père Noël, puis il le pète en morceaux. Après, son fun, c'est juste de tuer du monde. Ouais. Le plus gore possible, puis le plus méchamment possible, il faut que ça fasse mal. Ouais. Il faut que la personne en avant de lui aille mal. Sinon, il n'est pas content. Fait que plus il souffre, plus il est content. Mais la scène du centre d'achat, c'est parce qu'après, il s'en va distribuer des cadeaux au Père Noël. Il va distribuer des cadeaux aux enfants, mais il est louche, là. Il est plein de sang. Là. Il y a plein de sang partout sur lui, puis il donne des cadeaux, des poupées, des toutous, des petites affaires. Puis à un moment donné, t'as les parents qui font comme, c'est pas le Père Noël, ça? Non. Même le général dit, non, c'est pas le Père Noël. Puis là, il part, puis là, il y a un petit gars qui ouvre une boîte, puis il est tout content. Puis il y avait une bombe dans la boîte, puis il fait sauter tous les enfants. Mais je m'excuse, mais j'ai vraiment ri parce que c'était drôle. Oh c'est de voir, parce que c'est mimique. Mais tu sais, il y a des scènes que je t'ai faites non. Là, non. Tu sais, tu étais dans le salon avec moi? Ouais. J'ai fait non, pas ça. J'ai dit non, ça, c'est comme trop pour moi. Mais on voit quand même sa limite de budget de son 2,5 millions là-dedans. Pour le 3e, c'est ça. Parce que quand tu vois, je suis habitué de voir du gore. Je suis habitué de voir puis j'en ai même parlé, Décadence là-dessus est mieux parce que Décadence, tu as l'impression que quand tu coupes de quoi, tu vois vraiment ce que tu es censé voir. Là, quand tu vas décapiter quelqu'un, parce il enlève du cuir chevelu, il arrache des visages, il te coupe en deux à partir des fesses, puis il remonte. Et tu vois, moi, je vois pas sa face être en train de perdre connaissance. Ouais. Tu vois, tomber
tu vois à un moment donné que c'est pas de l'animatronique, mais tu vois que c'est pas une vraie personne en avant de toi. OK, Fait ouais. que sa limite de budget, elle est là, mais ça fonctionne. Ben, tantôt, on se parlait lorsque j'étais en train de. Oui, tu m'as dit qu'il y avait un lien. Avec High School Musical. High School J'ai hâte de Musical. t'entendre. OK, ouais. Puis je t'ai dit, mais garder ça pour le show. Marie, tu connais ça, High School Musical? Qui ne connaît pas High School Musical? Et voilà, qui ne connaît pas? Mais c'est plus ta. OK. Et le lien là-dedans, c'était que High School Musical, ça a commencé sur Disney Channel, où est-ce que tu avais le premier film qui était un petit film de télévision. Ah, OK. Après ça, tu as un deuxième petit film de télévision, puis c'est devenu tellement populaire que le troisième film est sorti au cinéma, puis il a quand même engendré un bon box-office pour ce que c'est. OK? Puis Terrifier, c'est ça la magie. C'était ça le lien que je voulais faire entre High School Musical et Terrifier. C'est que ça a commencé tout petit avec des budgets minuscules, un budget presque d'un fan film. Puis là, on est rendu avec un troisième film qui est maintenant distribué dans les salles de cinéma. Puis moi, je pense que son quatrième film veut avoir plus de budget pour le faire. Ben, c'est sûr, parce que là, il va taper. Moi, je pense qu'il va aller chercher du. Moi, j'avais dit entre 15 et 20 millions, mais là, il est rendu déjà à 18 millions. Il n'y a pas de chiffre de l'Europe. Il n'y a pas de chiffre de l'Europe. J'ai beaucoup parlé de lui parce que même moi, sans l'avoir vu, j'ai entendu parler, j'ai entendu les polémiquer, j'ai entendu. Voilà. C'est vrai que. Parce qu'ils ont beaucoup ils ont vendu le film comme quoi tu allais vomir, que tu allais. Excuse-moi. Vas-y, Marie. Non, mais c'est ça. Apparemment, il y a des gens qui sortent de la salle, qui sont malades, qui sortent avant parce que vraiment, ils peuvent pas supporter plus. C'est de l'extrême. Ce que j'ai pu comprendre, c'est extrêmement gore. Si tu n'es pas habitué et tu ne connais pas ce genre d'univers-là, tu ne vas pas là. Ah, ça non. Parce que moi, au début, je t'ai fait comme ouf, il y a des scènes qui te font mal. C'est comme Marie, Isa, moi, ce que je t'ai dit tantôt, Isa, c'est que je pense que c'est le genre de film qui, entre chums, entre couples, mettons, là, c'est le genre de film, un peu comme quand tu vas dans là, je vais essayer de dire, je vais dire la ronde. Comment on appelle ça? C'est un parc thématique? Un parc d'attractions. Ouais. Marie, y a-tu déjà quelqu'un qui te dit, ah ouais, t'es pas game, on va aller dans le gros manège, t'es pas game, puis là, tu fais comme, OK, mais y aller, tu sais, mais tu y vas tu y vas pour faire plaisir à ton ami, mais en même temps, c'est pour un genre de petit défi personnel de réaliser je pense que Terrifier, c'est ça. Je pense que Terrifier, c'est comme. Qui dit à mes amis, OK. Mais tu comprends ce que je veux dire? Le dernier acte de ce film-là, le troisième acte, je te l'ai dit, c'est un des meilleurs derniers actes de films d'horreur que j'ai vu depuis longtemps. Malgré que tu m'as dit que tu préférais, dans ce genre-là, tu préfères la franchise de Décadence. Oui, moi, Terrifier, je vais l'écouter une fois, c'est correct. OK. Je ne réécouterai pas tout ça. OK. Mais tu dis que Décadence est meilleur parce qu'il y a quand même une meilleure histoire. Décadence, il y a une histoire. OK. Tu comprends pourquoi il y a un début, un milieu, une fin. Là-dedans, il n'y a pas de début, milieu, fin. Ce que tu comprends, c'est que c'est un être surnaturel. Tu ne sais pas, il vient d'où. OK. Mais t'as beau le tuer, il va revenir à la vie. Parce que tu fasses n'importe quoi. Fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Sauf que tu comprends pas ses motivations. Ouais, puis c'est pas un Krampus, c'est pas un personnage de Noël, c'est juste que le troisième film, ça passe pendant Noël. C'est juste un freak. C'est ça. Mais c'est pas un être humain. Parce que dans le 1 et dans le 2, il n'y a pas de thématique de Halloween ou de dans Noël. Le premier, non, dans le 2, je pourrais pas te dire, mais dans le premier, non, ça se passe dans un samedi soir, bien tranquille. Dans le Saint-Denis. Hein. Ben écoute, as-tu quand même apprécié le film? J'ai compris le hype. Le hype, c'est ça. J'ai compris le hype et j'ai apprécié la fin du film. Mais tu peux pas dire que c'est un bon film en tant que tel. Là. Non. Pour les fans du genre, oui. C'est un très bon film pour les fans du genre. Mais pour quelqu'un qui n'aime pas le style, il n'aimera pas ça. Ouais, parce que c'est dégueulasse, là. En tout cas, là. Il y a des idées vraiment fuckées dans sa tête pour être capable de mettre ça à l'écran. En tout cas, les gens responsables de ce film-là, eux. Ils doivent se frotter les mains. Se frottent les mains et. Pour de l'argent, là. Ils shake en allant au guichet, voir comment il va être rentré dans le compte de banque. C'est hallucinant. C'est plus le nombre d'affaires qu'ils vont vendre autour de ce film. Ah oui, les produits dérivés. Écoute, tu vas au Party Halloween. Je ne sais pas si. Halloween Expert. Halloween Expert, ces choses-là. C'est hallucinant, là. Le monde se déguise pour aller voir le film. Ouais, c'est peut-être pas un bon exemple, par exemple. Hein? Ben moi, c'était plus ça que j'hésitais. C'est comme, je suis pas sûre d'aller voir tout ça dans une fille dans une salle avec plein de gars avec de la testostérone habillés en art, avec du sang dessus, j'étais pas sûre. En tout cas, moi, je te dis, ça m'intéresse pas. C'est pas un exemple. Je me ferai pas tatouer sur le corps. Ce sera pas mon slasher préféré, mais il fait la job. C'est probablement le slasher des années 2020.
Oh non, oui, veut pas, pas, c'est le personnage qui. Ce personnage-là va maintenant se retrouver dans les skins à acheter sûr, ça dans va les jeux déjà. de Mortal Kombat, puis ces affaires-là. Tu vas le voir, Terrifier apparaître. C'est sûr. Si ça ne l'est pas déjà. Là. Ça se peut. Ouais, puis je pense même qu'ils ont sorti un petit jeu. Ils ont fait une toune en plus. Il y a un groupe qui a fait une toune pour le 3e. Oh, oui. Un petit toune Terrifier. Ouais. C'est ça, tu manques de maquillage. Bon, écoute, merci beaucoup, Isa. Je sais que tu tiens un peu tranquille par rapport à participer à Cinémaniacs, puis je la comprends. Puis moi, je vais te garder avec moi. Je ne vais pas te faire peur pour ça. Mais je voulais au moins entendre un peu ton avis par rapport à Terrifier, parce que moi, ça ne me tente pas de regarder puis en parler. Les clones, Marie, je pense qu'elle n'aime pas ça. Ma gang de geeks, eux autres, on peut parler de robots Transformers puis de G.I. Joe, mais on ne parlera pas beaucoup de Art de Clown. Non. Fait que le fait que tu puisses en parler comme ça, ben tant mieux. Écoute, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ce film-là, mais c'est une méchante claque à la gueule aussi, parce que en même temps, le succès de Terrifier. Le Joker aussi. Le Joker. T'as-tu vu les recettes du Joker, Marie? Je pense que ça c'est reflète. Le film est rendu ce week-end. Joker est tombé en 3e position, a perdu 82% des recettes par rapport à la semaine passée. 82, c'est un hécatombe, c'est un. C'est une vraie claque dans la tête de Todd Phillips et de Warner aussi, parce que ça leur montre encore une fois qu'il faut qu'ils arrêtent honnêtement, même si c'était un Elseworld et que il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant dans le fait que tu te dis ok, ça a commencé justement quand ils étaient en train de shifter le truc. Les nouveaux directeurs là, ils auraient dû, encore une fois, je comprends pas comment il y a un film comme Joker 2, Folie à 2 qui sort tel qu'il a été post-produit et qu'on n'a pas Batgirl. Je ne comprends pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Je le dis et je le redirai autant de fois qu'il le faudra. C'est mauvais pour la carrière de Lady Gaga? Pas qu'elle a besoin de ça ou non? Non, je pense pas. Je pense pas que c'est mauvais pour sa carrière parce que, encore une fois, elle a pas apparu dans ce film très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui disent justement, elle a, le temps qu'elle a apparu, elle a bien joué. Marie, ce que je veux dire, c'est que lorsque Warner voudra peut-être la recontacter pour traîner dans un autre film, elle va peut-être faire, je ne sais pas. Elle va peut-être leur chier dans les mains. Puis c'est un peu comme Christopher Nolan ne veut plus travailler avec eux. Mais je pense pas que sur sa carrière d'actrice, c'est over. Justement, elle a montré qu'elle peut faire tellement plein de choses dans American Horror Story, dans The Star is Born. On n'a pas fini de la voir au grand écran, ça non. Mais voilà, effectivement, peut-être que Warner s'est tiré dans le pied avec cette proposition parce qu'ils ont mal fait le film. Et ils auraient dû quitte à attendre encore peut-être un petit peu avant de le sortir. Mais ils auraient dû le post-produire mieux. Tu me disais que tu avais lu ou entendu Lady Gaga qui chialait par rapport à ça ou de quoi de même? Oui, j'ai vu une entrevue, un court extrait tantôt de Joaquin Phoenix puis Lady Gaga qui se sentait très mal à l'aise par rapport au résultat du film parce qu'on dit que quand ils ont vu ce que ça allait donner à l'écran, ils savaient que ça allait cracher. Ouais. En tout cas, c'est en même temps, tu sais quoi? Ben, en tout cas, je te remercie, Isa. Sauter le headset, il n'y a pas de problème. Marie, tu sais, en même temps, là, je pense qu'on réalise aussi le pouvoir ou la visibilité des critiques en ligne parce que ça a tellement frappé fort de la façon que les gens ont parlé de Joker Folie à 2 que c'est pas juste la qualité du film qui a fait que le film a baissé de 82% au box-office. C'est des gens comme moi qui ne l'avaient pas encore vu qui ont fait non, fuck it, je ne vais pas voir ça. Je ne vais pas voir ça. C'est atroce, là. C'est ce que j'ai. Sinon, vous ne devez pas voir ça au cinéma. Il y a ça aussi. Parce que bon, je veux dire, peut-être que il y a plein de films que c'est comme ça également. Hein. Peut-être que dans 20 ans, ça sera un film culte. Parce que ça arrive des films qui ont planté au cinéma. Ouais. Regarde The Shining. C'est un film qui était pas si bien. Et puis, tout d'un coup, boum, c'est devenu un film culte. Et c'est devenu un film. Je pense qu'ils ont vendu plus. Ils ont vendu plus de Shining une fois que c'était bien fini, enterré et terminé. Mais un mauvais film reste un mauvais film. The Shining est quand même un bon film. C'est juste des fois, un peu comme The Abyss, sort au mauvais moment et ne réussit pas à attirer les foules au cinéma. Mais par après, la qualité du film va quand même réussir à faire vivre le film dans une seconde vie.
Là, ce que tu me parlais, puis ce que tout le monde parle en gros sur le film de Folie à deux, c'est que c'est littéralement juste un mauvais film, puis ça lui donnera pas de longueur. Encore une fois, c'est pas un mauvais film, mais je pense que je prends de quelqu'un que je connais bien, qui est acteur, etc. Puis il avait fait cette remarque-là une fois. Et enfin, il avait vu ce commentaire-là une fois. Puis effectivement, ça m'a fait changer un peu pas ma vision sur le truc, parce qu'effectivement, il se passe beaucoup de trucs en tournage. Mais il m'avait dit sur un truc qu'il avait fait. C'était le film qu'on a vu, c'est pas le film que j'ai tourné. C'est pas le film. Il y a eu de la manipulation en arrière des producteurs, ces choses-là, quoi. Il y a eu, c'est ça, il y a eu des cuts, il y a eu beaucoup de délagage, et puis on va dire c'est un peu comme, tu sais, c'est la post-prod, c'est pareil comme pour la télé-réalité, tu sais, je veux dire, tu prends 24 heures de quelqu'un, puis tu lui fais dire exactement ce que tu veux, quand tu veux. Ouais. Et tant qu'il te donne le matériel, bon, on l'a donné le matériel, mais le film qu'il avait tourné, c'était pas le film qu'il a vu au cinéma. Ben, s'il y a des choses comme ça, que ça arrive, et je pense que c'est ça qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas tourné ce film. Le film qu'ils ont tourné, c'était autre chose. Et la post-production, encore une fois, le montage final, le final cut, ça n'a reflète en rien. J'ai regardé beaucoup de choses là-dessus, puis il y a eu Todd Phillips avait le dernier mot sur ce film-là. Mais en même temps, j'ai de la misère à croire parce que. I don't believe that for a second. C'est un bon réalisateur, Todd Phillips. C'est un bon réalisateur. J'ai vu War Dogs récemment, le premier Hangover. C'est un bon réalisateur. Je comprends pas comment. Je ne le crois absolument pas que Todd Phillips avait son mot à dire sur le final cut. Faudrait qu'il me le dise, qu'il le signe avec son sang, ok? Comme je ne crois pas pour une seconde que ce brillant, talentueux réalisateur ait eu quoi que ce soit à faire avec le film qu'on a vu en salle. Je ne le crois pas. Je ne crois pas. Même si il dit le director's cut, everybody knows there's a final cut. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui a échappé C'est pas à lui le studio. Tu sais, c'est comme Nolan qui dit je veux plus qu'on. Apparemment, il voulait pas qu'on voit, voilà, qu'on réutilise un Joker qui a la bouche coupée, des trucs comme ça. Et quand il travaillait plus pour Warner, il a fait pour qui tu te prends. C'est à nous ce personnage, on va le faire quand même. Mais c'est ça. Mais c'est pas lui qui. C'est Todd Phillips. C'est pas Todd Phillips, PDG de Warner. C'est Todd Phillips. Et à la fin, tu as des gens qui ont payé pour ce film, des investisseurs, des producteurs, des machins trucs. Et tous ces gens-là ont littéralement beaucoup plus de poids dans la balance que Todd Phillips à la fin de la fin. Oui, c'est vrai. Je trouve ça, oui. Donc, tu vois, je secoue la tête. Je ne crois pas. Je ne le crois Marie, pas. on va se laisser là-dessus. On est rendu à la fin du Cinémanex. Oui, du live. Je te remercie beaucoup d'avoir participé. On va se parler par après. Tu voulais qu'on reste en ligne vite par après. Mais moi, je te remercie les gens qui nous ont regardés ou qui vont nous regarder via les segments publiés sur la chaîne principale. Merci beaucoup à tous. Moi, j'invite aussi, demain, je vais faire un petit live avec Eric pour Catalogue Québec en direct. Et je vais faire aussi un tirage pour les 4K Blu-ray de Despicable Me 4. Donc, il va y avoir le tirage pour ça demain. Et puis, quoi d'autre aussi? Ouais, la semaine prochaine, on va avoir un spécial, un tirage en direct où est-ce que vous devrez appeler au téléphone pour gagner des laissez-passer doubles pour aller voir Venom The Last Dance en avant-première. Les films de Venom ne sont pas nécessairement des très bons films de super-héros, mais c'est quand même des guilty pleasures. Puis, il y a un gros fanbase. Qui marche après Spider-Man, OK? C'est comme... Si on va faire, on va inviter les gens à nous appeler pour nous dire comment ils sont fans de Venom, pour s'ils veulent gagner des billets. Fait qu'ils vont voir ça samedi prochain. Excusez-moi, dimanche prochain. Puis après ça, on va voir, parce que nous, moi, je vais rentrer dans un segment où est-ce que je vais avoir plus de difficultés à avoir du temps pour faire des directs avec le déménagement qui s'en vient sous peu. D'ici là, je vais vous tenir au courant tout le monde. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Marie. On se laisse là-dessus. On se reparle très bientôt. C'est beau? Bye bye tout le monde.